L'eau, le ciel, la côte landaise ne cessent de célébrer leurs fiançailles. Et quoi de mieux pour s'en rendre compte qu'un vol en hydravion? Jean-Luc Langeard préside une association qui facilite la pratique de l'hydraviation. Des stagiaires viennent ici du monde entier, du Canada, des Maldives, de Tahiti, pour acquérir les compétences supplémentaires qu'exigent ces aéronefs. Nous approchons de notre piste d'amérissage, le lac de Biscarrosse. Jean-Luc, piloter un hydravion et piloter un avion, c'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est un instant de liberté supplémentaire. On se pose là où on veut, en fonction des événements météorologiques, de la situation du lieu, de la nature. Et on est beaucoup plus proche de la nature en hydravion qu'en avion, qui se rapproche assez du bateau à voile. Donc on est confronté à tous les éléments du milieu naturel. On dit d'ailleurs quand on se déplace sur l'eau, comme ça, comme on le fait tout de suite, qu'on navigue à la voile. On n'a pas de voile. Ah oui. Mais nos ailes, ce sont nos voiles. Alors, vous vous sentez plus marin ou plus pilote? Les deux, mon capitaine. Oui, vraiment. L'élément aquatique, il est omniprésent. Ah oui, oui, oui. Nous, on aime l'eau. Hein. Ouais. On aime l'eau, on aime l'aviation. La synthèse des deux, c'est l'hydraviation. On ne dit pas aéroport, mais hydrobase. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Non, il n'y a que 2 hydrobases en France, celle de Marignane et celle de Biscarrosse. Le Marignane, c'est l'étang de Berre, mais qui est réservé au Canadair. Biscarrosse, c'est la seule hydrobase ouverte à l'aviation générale. Peu de gens le savent, mais c'est à Biscarrosse que s'est écrite l'une des plus belles pages de l'histoire de l'aviation. 1930, un petit village de Résigné-des-Landes que rien ne prédestinait à un avenir aéronautique est choisi par un industriel installé à Toulouse, Pierre-Georges Latécoère. Il décide d'y installer le lieu de montage et d'essai des plus grands hydravions français. Le défi de l'époque est de faire voler des longs courriers, des avions de plus en plus lourds. Impossible de construire à travers le monde des pistes assez longues. La solution paraît évidente, la Terre est recouverte aux 3/4 d'eau. L'invention de l'hydravion, on la doit à quel pays? Écoutez, l'invention de l'hydravion est française. C'est Henri Fabre, le premier, qui en 1910 réussit à faire décoller, mais également se poser un hydravion sur l'eau. Biscarrosse, c'est Pierre-Georges Latécoère, l'aéropostale des pilotes au nom mythique, Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet. Ils sont venus ici, ces grands pilotes, ces grands noms? Absolument, les trois sont venus. Donc Mermoz, lui, a pris en main la Croix du Sud. Il était vraiment très très impatient de pouvoir piloter cet appareil. C'est vrai que sur le tronçon de l'aéropostale, il y avait une partie Dakar-Natal qu'il fallait effectivement traverser. Les appareils terrestres de l'époque n'avaient pas une autonomie de vol suffisante pour faire la traversée d'une seule traite. Et donc là encore, l'hydravion s'est imposé. Cet avion, la Croix du Sud, c'est le Latécoère 300. C'est une étape pour Pierre-Georges Latécoère? C'est une étape. C'est le premier hydravion qu'il utilisera pour transporter le courrier. Et Mermoz effectuera de très nombreuses traversées à bord de cet hydravion. Et il périra à son bord en 1936. Biscarrosse va voir naître des avions de légende. 1935, voici le Latécoère 521, lieutenant de vaisseau Paris. C'est le premier jumbo transatlantique de l'histoire de l'aéronautique. À son bord, 72 passagers et aux commandes, Henri Guillaumet, le pilote au sourire ravageur, le héros qui a survécu à un accident dans la cordillère des Andes. Embarquement lac de Biscarrosse, destination New York. Biscarrosse, New York, déjà ça fait rêver. Est-ce qu'il y a eu d'autres destinations? Oui, il y a une destination, Biscarrosse, Fort-de-France, une ligne vers les Antilles pour lancer un nouvel hydravion et non des moindres de chez Latécoère. Il s'agit du Latécoère 631 et à l'époque c'était le plus grand hydravion au monde, donc 60 mètres d'envergure, plus de 37 tonnes, vraiment un géant des airs. Mais il faut comprendre que sur ces hydravions, il y avait un équipage de 11 hommes au minimum. Voilà, et les mécaniciens pouvaient aller réparer les moteurs en plein vol, donc c'était vraiment des missions très très périlleuses. On est dans l'âge d'or de l'hydraviation, donc c'est le grand luxe. Il faut dire que ces hydravions devaient rivaliser avec les paquebots de l'époque. Il y a même des couchettes. Oui, parce que ces hydravions étaient équipés pour 40 à 60 passagers en version jour et 40 en version nuit. À ce moment-là, c'est la fierté française, cet avion-là. C'est la fierté française, c'est l'hydravion qui a été utilisé par Air France et c'est effectivement cet hydravion qui va relancer l'aéronautique française après-guerre.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas fait seulement que construire des avions à Biscarrosse. Non, Biscarrosse a été un aéroport international. Un hydroport, on va dire. C'était en effet la seule hydrobase en France qui pouvait accueillir diverses compagnies étrangères, comme les compagnies américaines, la Pan Am ou la BOAC côté anglais.